Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres avec Josiane Savigno. Bonjour et bienvenue dans ce monde de livres d'avril. Alors j'ai un seul invité, bonjour Yannick Enel. Bonjour. Pourquoi j'ai un seul invité ? Parce qu'on a beaucoup à dire. D'abord, on va parler de la naissance d'une revue. Et ça, c'est pas rien aujourd'hui, la naissance d'une revue. Ensuite, on n'en avait pas parlé parce qu'on attendait aussi la revue. On va parler du livre de Yannick Enel dans la collection Une nuit au musée, qui est consacré à Francis Bacon. Et puis, on va essayer de dire quelques mots quand même du texte inachevé de Philippe Solers, son dernier texte qui a été présenté en 4e de couverture de manière très belle par Yannick Enel. On verra ça tout à l'heure. Mais on va commencer par cette naissance incroyable. Aventure. Alors, Aventure, je pense que le titre a quelque chose à voir avec Flaubert, Yannick Enel ? Absolument, ça me vient de là, de ce petit énoncé magique. Les phrases sont des aventures. Il a écrit ça dans sa jeunesse à son premier amour, Elisa Schlesinger. Et j'avais lu ça dans sa correspondance et c'est quelque chose qui m'a accompagné comme un sésame. Enfin, que les phrases soient elles-mêmes des aventures, c'est-à-dire qu'elles possèdent une matière vibratoire, existentielle, et que c'est à travers les phrases qu'on peut se donner une vie et reprendre vie. C'est quelque chose qui a été ma boussole pendant des années. Le jour où il a été possible de fonder cette revue, j'ai pensé comme ça dans la nuit immédiatement à ce mot aventure au pluriel. Il y a aussi un très beau texte de Rainer Maria Rilke que j'ai fait retraduire pour l'occasion, qui s'appelle Aventure 1 et Aventure 2. Deux petits textes très méconnus qui sont à l'origine des élégies à Duino et qui racontent une petite expérience de jouissance. Texte très sensuel, on découvre que Rilke, à travers ces 4-5 pages, était non seulement le poète des anges et des merveilleuses princesses qu'il hébergeait à travers l'Italie et ailleurs en Europe, mais aussi un poète tout à fait étrangement érotique, qui avait une conscience érotique, comme dit Philippe Solers, de l'existence elle-même. Voilà. Alors c'est un numéro extrêmement riche, on va en parler. Je voudrais lire un tout petit morceau de votre éditorial, parce qu'il rend hommage justement à Philippe Solers. Philippe Solers, qui à travers les revues telles quelles et l'infini m'a transmis de manière inestimable la passion de la littérature, et à qui par cet éditorial je rends hommage, avait une définition extraordinaire de l'enfer. L'enfer aujourd'hui, c'est le non-accès à la poésie. Eh bien voilà, il s'agit de s'ouvrir à la dimension poétique du langage, le lieu où l'on est encore en vie aujourd'hui, où l'on reprend vie pour parler comme les kabbalistes juifs, ce lieu où chantent en nous non plus les ténèbres, mais cette lumière de foudre qui nous ouvre les yeux sur la nature du monde et nous illumine le cœur, c'est la littérature. Elle est ce langage qui porte en lui l'existence vivante, appelons-le poésie si vous voulez, peu importe que ça s'écrive en vers ou en prose, peu importe les genres, lorsqu'on se tourne vers la part lumineuse du langage, littérature et poésie coïncident ardemment. C'est pourquoi le sommaire de ce premier numéro est si ouvert à des formes qui débordent les qualifications habituelles. Poésie ? Oui, disons poésie, accès continuel et salvateur de la poésie. Alors je trouve très bien aussi que, alors qu'on nous explique que les jeunes ne lisent plus, que tout va à volo, on ait une attitude positive par rapport à ça et qu'on lance une revue. Donc, il y a 65, je le montre de ce côté-là, parce qu'il y a 65 auteurs qui répondent à une question. Oui, c'est une question très simple que je me pose tous les jours, au fond. C'est peut-on écrire sexuellement ? Je l'ai posé de manière encore plus simple à tout le monde, c'est écrivez-vous des scènes de sexe. Je voulais, c'est pas une provocation de ma part, mais je voulais vraiment enquêter, savoir, enfin, comme on demande à nos amis comment ils vont, enfin, comment tu fais toi pour vivre, enfin, est-ce que ça va bien, et les réponses de ces 65 écrivaines et écrivains forment une espèce de panorama, comme si on tenait le pouls, au fond, de la pulsation possible aujourd'hui d'écrire. Je trouve, et je le dis là encore très innocemment, je trouve qu'on n'écrit pas assez de scènes de sexe. Et je ne parle évidemment pas de la pornographie ambiante, enfin la pornographie puritaine. Non, justement, ils répondent tous de manière très judicieuse, je trouve. Et en plus, ce sont des écrivains extrêmement différents, si on connaît leurs travaux. Oui. Vous avez vraiment
élargit le spectre. Il y a des écrivains dont personnellement je me sens proche, comme Nathalie Azoulay, d'autres Ouais. dont je me sens beaucoup moins proche, mais tous m'ont intéressé. Moi aussi, au fond, sont des gens dont j'ai lu les livres, ou pour certaines et certains, le ou les derniers livres. Et j'avais juste envie de savoir, en fait. Ce désir de savoir, pour moi, il est consubstantiel de la littérature. La littérature elle-même, telle qu'on peut la pratiquer aujourd'hui, est une enquête passionnée, enfin, une interrogation passionnée sur comment vivre, enfin, comment dire. Et je reste persuadé en cela, la rencontre, mais on va en parler plus précisément avec Philippe Sollers, ça a changé ma vie et a confirmé ce que j'espérais de moi. Euh, j'ai appris de lui le fait que la dimension intérieure du langage, cette liberté qu'on peut y trouver, elle est érogène, elle est érotique, elle vient du cœur et du sexe en même temps. Et il n'y a rien de plus, beau, voilà, que ce ruissellement amoureux, physique, enfin, dans l'écriture. Et donc pour moi, interroger comme ça aujourd'hui, en 2024, toutes les écrivaines et les écrivains que j'aime, enfin, sur cette question, c'est pas seulement la technique, enfin, quel mot vous employez, c'est pas pour savoir si c'est mieux d'être cru ou sentimental, scabreux ou éthéré, c'est jusqu'où vous poussez votre liberté, qu'est-ce que vous autorisez, parce que moi c'est une question que je me pose sans cesse, enfin, un mot de trop et on est vulgaire. C'est très difficile. Un mot pas assez et on est gnangnan. Voilà le vrai cœur crépitant du dosage, de la nuance. Seule la nuance vaut d'être vécue. Et vous vous souvenez la phrase de Nietzsche, « Malheur à moi, je suis une nuance ». Alors, bonheur à moi si je parviens à être une nuance. Voilà, c'est ça que mettent en jeu les scènes de sexe, quand on les écrit, quand on y arrive, quand on s'y voue passionnément. Voilà, je crois que c'est de ça dont il s'agit dans la littérature. Pour peu que la littérature soit c'est ce que je pense, le dernier discours libre, au fond, que rien ne détermine et que rien ne demande. C'est tout le contraire de la société, au fond. Mais je me suis demandé si vous aviez eu des refus. Oui. J'ai envoyé cette petite question, enfin ce tout petit texte, à une centaine d'écrivaines, d'écrivains. Aussi parce que j'étais très inquiet, quand on fonde une revue, on tient ça un peu secret, on le fait savoir et on ne sait pas très bien qui va vouloir se rallier. Il y en avait certaines et certains qui m'ont tout de suite dit « Ah oui, mais quelle sera la ligne ?» Et là, j'ai senti déjà que c'était pas possible. Oui. La ligne, comme si on était dans un parti politique. C'est ça le truc. Et je leur disais, la ligne, c'est la vôtre. Et oui, il y en a plusieurs qui n'ont pas voulu. Je pense pas que ça a été par pudibonderie, ni par gêne, parce que ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a pas mal d'écrivaines et d'écrivains, ce sont des petits textes à chaque fois de 2 pages. Il y en a qui font état de leur embarras. Oui. L'embarras, c'est le début de l'éthique, au fond. Et il s'agit de ça, pas de morale. Moi, la morale me fatigue, pour rester poli. Mais l'éthique, c'est quelque chose d'improuvable, qu'on expérimente pour soi et pour les autres, sur laquelle on n'a pas à se justifier. Ça, c'est quelque chose qui est à l'œuvre dès qu'on se met à manier les mots, évidemment. Enfin, et alors voilà, il y en a qui n'ont pas voulu, je sais pas. Puis il y en a qui n'aiment pas ça, quoi. C'était Sollers, encore lui, je ne vais pas arrêter de le citer, mais par amour, qui disait, mais au fond, il y a très peu de gens qui aiment la liberté. Ça, c'est sûr. Mais justement, à propos de lignes, quand Philippe Sollers est mort, beaucoup de gens disaient « Mais Yannick Enel va reprendre la collection à l'infini, la revue L'Infini ». Moi, je voulais pas me prononcer parce que je me disais « Je veux pas porter tort à Yannick Enel ». Mais je pense qu'on était d'accord tous les deux, Aventure le prouve, que quand une collection est très incarnée, elle doit mourir avec son fondateur. Et ce qui m'aurait ennuyé, c'est qu'après, ce soit une espèce de désert. Et finalement, grâce à vous et à Antoine Gallimard, il y a Aventure et il va y avoir une collection qui s'appelle Aventure aussi. Absolument. Mais vous l'avez très bien résumé. Moi, j'ai eu la chance qu'Antoine Gallimard pense à moi, enfin, pour ça, c'était presque la logique. Hein. Oui, enfin bon, les choses se font comme ça, enfin, se transmettent au fond poétiquement, enfin, Oui. sans qu'on le dise peut-être. Mais toujours est-il qu'effectivement, pour moi, il était absolument hors de question de continuer l'infini. Enfin, Oui, ça n'avait pas de sens. L'infini continue tout seul, toute seule.
avec Philippe Solers, à jamais et pour toujours. Et il fallait inventer quelque chose d'autre. Et comme vous, je me disais quand même, c'est pas possible qu'il n'y ait rien après. Ben oui, c'est trop Donc triste. relancer cette très ancienne histoire dont Philippe Solers est l'un des noms. Enfin, il y avait Tel quel, il y a eu l'Infini. Moi, je suis très très nourri. Quand je suis arrivé à Paris à 20 ans, j'allais à Beaubourg tous les soirs lire consciencieusement et follement tous les numéros de Tel quel. Enfin, je pense que dans les revues, comme vous le savez, s'élabore très librement quelque chose qui fait se recroiser poésie, j'appelle ça poésie, disons littérature et pensée. Et on est hors du marché, en fait. On peut tout se permettre. Et que cette revue soit publiée chez Gallimard, j'en suis extraordinairement honoré. Mais je souhaite qu'elle se vende quand même aussi. Pardon ? Je souhaite qu'elle se vende aussi. Ah oui, mais ça va se faire. Voilà, là, je peux pas y faire grand-chose. Je peux juste essayer de faire en sorte qu'elle soit la meilleure possible. Et non, je trouve ça très courageux, effectivement, de tenter pour une maison d'édition aujourd'hui, même si c'est une très grande maison d'édition, de tenter carrément le pari de l'avenir. Parce que c'est ça, les revues, c'est l'avenir. On peut récapituler obstinément, comme Solers l'a fait, toute la bibliothèque, faire se réorganiser les choses. Et on peut en même temps, et c'est pas contradictoire, établir un cap. Pour moi, c'est ça. Il y a beaucoup de jeunes gens. Il y a des gens que je vais publier, parce que ça ne fait que commencer, qui n'auront jamais écrit. Ça Là, sera la première fois. Il y a à la fois des invités prestigieux, on va en parler, et puis des gens très jeunes, dont certains que je ne connaissais pas. Alors, il y a aussi des doubles pages de photos. C'est quoi ? C'est mon bureau, tout simplement. J'ai pris au téléphone, enfin comme ça, un après-midi. Je me suis amusé à mettre sur ma table des couvertures de livres que j'aime, des revues. Alors, il y a L'Impossible de Michel Butel, l'autre journal. J'adorais ça. J'adorais Michel Butel. Il y a Tel quel, effectivement, des photographies de Bernard. Il y a Daimler s'en va de Frédéric Berthet. On va parler de Frédéric Berthet. Il y a Bernard Lamarche-Vadel, il y a Christina Campo, Monique Wittig, que j'aime de plus en plus. Enfin, des petits fétiches. J'avais envie qu'il y ait des clins d'œil et qu'on puisse... Bon, c'est une revue, il n'y a que du texte. C'est pas un magazine. Mais il y a ces deux doubles pages où on... Mais c'est bien qu'il y ait des photos aussi. Enfin, il y en avait dans l'Infini aussi. Très peu, mais des photos signifiantes. Voilà, c'est ça. Et alors donc, il y a un invité prestigieux qui est Pierre Michon, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et donc, il vous a donné ce texte. C'est un inédit ? C'est absolument un inédit. J'en suis heureux parce que Pierre Michon et moi, on a une amitié assez ancienne. On se voit très peu. Mais quand il a su... que j'allais fonder une revue, il m'a dit je veux en être. Voilà. Et quand je lui ai posé cette question liminaire, là, cette petite enquête, écrivez-vous des scènes de sexe, ça l'a fait éclater de rire. Et il m'a tout de suite dit qu'il n'avait pas envie d'être avec les autres, ce que je comprends. Et il m'a dit je suis en train d'écrire quelque chose de très cul, m'a-t-il dit, avec humour. Je dis bon, très bien. Et au bout de 3 semaines, il m'a envoyé cette nouvelle merveilleuse que je lis comme une autobiographie un peu tremblée, si qui est la dernière nuit d'Homère. Il imagine, un peu à la manière de textes antiques, le songe d'Homère, son dernier rêve, qui est un rêve éminemment érotique, puisqu'il se réveille sous sa tente dans la nuit, et il voit apparaître une créature qui est sa créature, parce que c'est Hélène. Et Hélène vient le remercier de l'avoir inventé, si je puis dire, et elle vient lui rendre compte, dans cette très belle nouvelle, avec malice, de ce qui s'est passé intimement avec tous les hommes qu'elle a rencontrés. Parce qu'elle, s'il y a bien quelqu'un qui peut avoir une évaluation très précise, sexuelle, donc, de l'espèce humaine, c'est bien Hélène. Et elle vient lui rendre, si je puis dire, à Homère ce qu'il lui a offert. C'est une nouvelle très drôle. Oui, mais c'était en quelque sorte une réponse à la question, à votre question. C'est ma réponse préférée, je peux le dire. Elle est merveilleuse. Et c'est un morceau de prose, comme il dirait lui-même, Michon, à la manière de Flaubert. C'est un morceau de prose de 10 pages qui est sensationnel. Et je sais que ça va faire partie d'un livre, puisqu'il s'est mis, m'a-t-il dit, à écrire ce qu'il appelle des historiettes.
en citant sans doute Brantôme. Brantôme appelait ça comme ça, les Dames galantes. Il s'est mis à écrire des petites nouvelles. Alors voilà, si ça peut être à l'origine d'un nouveau livre de Pierre Michon qui est si rare, je serais ravi. Oui. Et là, il y a une autre personne dont je voudrais qu'on parle, parce que c'est bon de faire entendre son nom et ce serait bien de le lire et le relire. C'est Frédéric Berthet. Frédéric Berthet, il est mort à 48 ans. C'était un homme extrêmement talentueux. Il a commencé par écrire chez Philippe Solers, dans la collection de Philippe Solers, Daimler s'en va. Et il y a des inédits de lui. Il y a son ayant droit qui s'appelle Casgrain qui essaie de les rassembler. Il y a déjà eu le journal de Trêves qui a été publié, qui était magnifique. Et là, c'est un texte extraordinaire sur Kafka. Comment vous l'avez trouvé? Vous avez sollicité Norbert Casgrain pour avoir un texte de Berthet? Mais je crois, figurez-vous, que Norbert Casgrain avait envoyé à Philippe Solers, du temps de l'infini, un volume d'inédits. Et c'était des inédits qui étaient de valeur inégale, parce que je suis tombé sur ce manuscrit. Et Norbert Casgrain avait comment on dit ça, avait concentré, avait compilé toutes sortes de textes que Berthet écrivait sur des écrivains. Je crois que je ne sais plus dans quel journal c'était, mais il y a de très beaux textes sur Peter Handke, sur Bruno Schulz, et il y avait 3 ou 4 textes sur Kafka, dont celui-ci. Alors j'en ai sélectionné un, et Norbert Casgrain m'a très aimablement donné l'autorisation de le faire, parce que pour moi, Berthet est un très grand écrivain. Oui. Voilà. Je vois encore Philippe Solers dans un café, l'Espérance, me dire, au fond, les 2 écrivains pour lesquels j'ai pleuré, c'est Roland Barthes et Frédéric Berthet quand ils sont morts. Il est allé à son enterrement, ce qui est très rare. Il n'allait pas aux enterrements. Il ne faisait pas partie de ces gens qui, j'allais dire, vont mondainement aux enterrements. Mais alors, il y a quelque chose qui m'a fait tellement rire dans le texte de Berthet. C'est j'imagine que la raison principale pour laquelle Kafka est resté célibataire tiendrait en ceci simplement: ne pas avoir de veuve. La veuve est une figure assez terrible en littérature. Vous ne pouvez pas écrire une ligne sans la voir se pointer. C'est elle qui surveille l'écrit, prête à venir en mère posthume, raconter d'une façon absolument sensée et cohérente ce qui se serait vraiment passé. Je trouve ça très très drôle. Il y a un humour très féroce chez Berthet, et quelque chose aussi, je dirais, entre Kafka justement et Fitzgerald, enfin, dans la conscience à la fois gracieuse et mélancolique de ce que sont les corps humains sur Terre. Voilà, c'est un écrivain qui j'entends autour de moi, il y a beaucoup de jeunes gens qui se réclament de Berthet de plus en plus. Pour moi, il y a Bernard Lamarche-Vadel, dont je vais parler dans le numéro 2 abondamment, et Berthet, qui sont des écrivains qui ont été publiés dans l'infini. Et morts tous les deux. Et ce sont ces deux-là qui, à mon avis, sont en train de plus en plus d'être lus. Et c'est comme si une grande œuvre, comme vous savez, dit aussi l'avenir du temps. Enfin, et voilà, Berthet, moi, rien que d'en parler, je me sens comment dire, je frissonne à la fois de joie et de tristesse aussi. C'est très triste. Une œuvre qui a été fauchée comme ça. Je tenais à ce qui est Berthet, effectivement, et dans le premier numéro, puisqu'il y a quelques inédits comme ça. Et je vois que c'est un nom qui rallie énormément de gens, enfin, comme vous, et ça, je suis heureux que vous le souligniez. Beaucoup de gens m'ont dit: ah, il y a Berthet. Oui. c'est pas rien. Moi, j'étais vraiment très contente qu'il soit dans ce premier numéro. Je trouvais que dans ce geste de transmission, justement, par rapport à Solers, etc., que Berthet soit dans ce numéro, c'est très important. Mais il y a encore des textes, enfin, j'espère que... Et alors, il y a des textes, on me disait tout à l'heure, de gens beaucoup moins connus, même pas connus du tout, surtout des jeunes femmes. Mais oui, ça s'est fait comme ça. Il y a une poète, par exemple, je ne sais pas si on dit poète ou poétesse. Moi, j'aime bien poète. Oui, poète, c'est bien. Qui s'appelle Laura Vasquez. Oui. Elle est déjà un peu connue, puisqu'elle publie aux éditions du Sous-Sol. C'est sans doute la plus connue de vos jeunes femmes que vous publiez. Mais je veux dire par là que ce sont des jeunes femmes que j'ai lues, que je ne connaissais pas,
Et parce que je lis avec passion, enfin la littérature contemporaine, je n'arrive pas, ma soif est illimitée. Et je leur ai écrit tout simplement. Laura Vasquez m'a enthousiasmé. Enfin, Oui. c'est parmi les événements de littérature de ces dernières années Ouais. Ça vraiment, à tous ceux qui nous écoutent, je recommande de chercher ces livres aux éditions Ah du oui, Sous-sol. oui, C'est notamment vraiment le très, très dernier, bien. le livre du large et du long. Oui. C'est stupéfiant. Enfin, on dirait Lucrèce écrit par une jeune femme d'aujourd'hui qui écrirait une espèce de, et je le dis, c'est pas du tout péjoratif, une espèce de rap métaphysique, enfin une manière de... on sent quelque chose de Michaud aussi qui transpire en elle et qui soulève la langue. Et puis en même temps, c'est narratif, c'est cosmique. Enfin, elle invente tout simplement quelque chose. Elle est toute jeune, je sais pas, elle doit avoir 25 ans. Et je suis très heureux de publier. Voilà, ça s'est fait comme ça, des textes par exemple, de Fanny Lambert, de Fanny Wallendorf, de Camille Goudot, qui sont apparemment toutes travaillées par quelque chose qu'on appelle la poésie et qui s'écrit en prose ou en vers. C'est à peu près indécidable. Ça raconte quelque chose, ça raconte des états, des expériences de vie, des expériences sexuelles, des expériences amoureuses, des expériences de l'ombre, des ténèbres. Et ce sont des phrases, là encore, qui m'ont happé tout de suite, enfin, parce que je pense qu'en 5 pages, ces textes qui font 5-6 pages à chaque fois, en 5 pages, ça y est, on est embarqué. Enfin, on voit tout de suite si un écrivain nous respire à travers notre gorge quand on le lit ou pas. Mais c'est une des grandes qualités de ces petits textes, c'est qu'ils donnent envie de découvrir ces jeunes femmes. Ouais. Moi, j'ai eu très envie de les lire toutes. Ah bah, Laura Vasquez, je la connaissais déjà un petit peu, les autres non. Je suis très heureux. Et d'ailleurs, on avait pris la décision avec Victor Depardieu, qui est mon camarade de création de cette revue. Mais oui, c'est vrai, il faut souligner Victor Depardieu, qui était l'assistant depuis très longtemps de Philippe Solers, et qui, pendant la maladie de Philippe Solers, je dois le souligner, a été absolument merveilleux. Et voilà, mais la transmission se fait aussi à travers lui. Et Victor et moi... Et j'avais invité, il n'a pas voulu venir. Oh, mais c'est parce que c'est par délicatesse, vous savez. Et on avait pris la décision de mettre à la fin de chaque texte une chose qui a l'air de rien, ces derniers titres parus. Mais c'est très important. Parce que beaucoup de gens, des jeunes lecteurs ou moins jeunes, m'ont dit qu'ils s'étaient précipités pour acheter les livres des gens dont ils ont lu des extraits. C'est fait pour ça, enfin, pour susciter le désir. Bon, il ne faut pas qu'on oublie Francis Bacon. Ouais. Donc j'ai oublié de vous demander quelle était la périodicité de la revue. Ça va paraître 2 fois par an. 2 fois par an. Je trouve que c'est bien, 6 mois. Bien. Et puis là, la radio, évidemment, on ne s'en rend sans doute pas compte, mais j'ai tenu à ce que ça ait le même format qu'un livre. Oui. C'est comme un livre de la collection Blanche chez Gallimard. Oui. On dirait un roman, sauf que c'est bleu. Et ça paraîtra 2 fois par an. Ça fait 224 pages. Je trouve que c'est idéal. En 6 mois, on a le temps de le lire et de le relire. Alors Francis Bacon, ce livre n'est pas chez Gallimard parce qu'il fait partie d'une collection qu'on connaît ici, sans doute des gens sont venus parler de leur expérience, qui s'appelle Ma nuit au musée. Et donc un écrivain se fait enfermer dans un musée pour une nuit pour parler d'un peintre qu'il aime ou d'autres choses peut-être parfois. Et vous, c'était Francis Bacon. Déjà, pourquoi ? Alors, parce que vous aimez beaucoup les peintres italiens, vous avez écrit un très beau livre qui s'appelle Je cherche l'Italie. Ouais. Donc, pourquoi Francis Bacon ? Mais au fond, j'avais écrit un livre sur le Caravage et pour moi, le Caravage du XXe siècle, c'est Francis Bacon. Enfin, plus encore que Picasso, de manière beaucoup plus cohérente dans la violence de la peinture. Et je l'aime depuis toujours et surtout, il m'est arrivé d'être terrifié par la peinture de Bacon. La première fois que j'ai vu un tableau de Bacon à la Tate Gallery à Londres, je devais avoir 14 ans, une espèce de voyage de classe. J'ai été tétanisé par un triptyque au point de quitter la salle. Enfin, j'avais une envie comme ça de vomir. Et cette passion négative ne m'a plus jamais quitté. J'étais intrigué par cette répulsion aimante que j'avais, qui m'aimantait en tous les cas. Et au fur et à mesure des années, je me suis pris de passion pour Bacon, pour des tableaux à la fois plus doux de Bacon. Je ne sais pas si on peut prononcer le mot doux le concernant, mais je me suis rendu compte que cette violence qui se dégageait
de ces tableaux et les impacts qui criblaient mon corps et mon esprit s'adressaient précisément à quelque chose qui était très enfoui. Enfin, c'est comme si la peinture me faisait un effet bien plus fort qu'une psychanalyse éventuelle. J'ai pas besoin de psychanalyse puisqu'il y a la peinture. Il y a tous les peintres. Et bref, j'ai des rapports passionnés avec Bacon. Et quand on est venu me proposer d'écrire dans cette magnifique collection, eh bien, ça a été Bacon tout de suite parce qu'il y avait une exposition en 2019 à Beaubourg, au Centre Pompidou, qui s'appelait Bacon en toutes lettres, qui était consacrée c'était pas une rétrospective, c'était plutôt la dernière période de Bacon, et c'était consacré à son rapport avec la littérature. Tout se passait entre littérature et peinture. S'il y a bien un lieu où j'essaye de me tenir entre le visible et le dissible, ou dans cette espèce de corridor multicolore et enchanté, terrifiant aussi, c'est bien là, entre littérature et peinture. Justement, Yannick Enel, vous écrivez dans ce texte « Je me tiens dans l'intervalle enchanté entre peinture et littérature. Voilà. C'est là que je respire le mieux. La littérature suscite de la peinture et la peinture appelle de la littérature. J'essaie d'habiter ce croisement et de lui donner voix. » C'est mieux dit que ce que je viens de vous dire, parce que c'est écrit. Parce que c'est écrit. Et alors justement, Yannick Enel, je suis assez phobique des bandes d'habitude, mais j'ai laissé la bande là parce qu'elle est très signifiante. Et d'abord, pourquoi ce tableau et pourquoi ce titre Bleu Bacon ? Alors effectivement, la bande pour ce livre est constitutive de la couverture elle-même, puisque j'ai fait mettre le tableau Water on a Running Tap, donc eau s'écoulant d'un robinet, disons. C'est un tableau qui semble paradoxal chez Bacon, parce d'une part, il n'y a pas de corps en train de s'auto-déformer comme on le voit sur la plupart de ces tableaux, et on réduit souvent Bacon à ça, cette espèce de représentation nihiliste de la convulsion humaine. Et là, il s'agit d'un giclement. Il s'agit d'un espace qui va être comblé par le jaillissement du bleu teinté de rose, une espèce de fontaine, au fond, dans laquelle je continue à voir la peinture elle-même, le caractère intarissable de la passion de peindre qui animait Bacon. Vous avez entendu, j'imagine, le rire de Bacon. Enfin, je ne me lasse pas d'aller voir des films. Il s'est beaucoup prêté à ça. Il aimait ça, au fond. Parler passionnément de la peinture, se faire filmer. C'était aussi un grand acteur de lui-même. Et son rire m'a toujours semblé faire signe vers l'enfance du temps. C'est comme ça que je vois ce robinet intarissable. Quelque chose s'était ouvert en lui, de traumatique, un jour, quand il a été expulsé de la chambre à coucher de ses parents, alors qu'il était en train de s'habiller en robe, de se maquiller comme sa mère. Et depuis cette expulsion, le robinet, de cette effervescence créatrice, en réplique à l'enfer du monde, n'a plus arrêté de s'écouler. Et le bleu, pour moi, c'est ce qui m'a sauté aux yeux durant cette nuit-là. Enfin, j'étais seul, enfin, avec la peinture, yeux grands ouverts pendant une dizaine d'heures. Et au fur et à mesure, je voyais quelque chose qui se donnait à travers le bleu et le rose. Et je sais qu'on dit plutôt bleu Klein, bleu Bacon, ça a l'air d'être une provocation. Oui, c'est pas le même bleu. Ça a l'air aussi d'être une provocation, mais au fond, je crois que c'est pas de l'apaisement, mais c'est un bleu qui est là dans presque tous ces tableaux à la fin, qui inonde les dunes, les vues cosmologiques, cosmiques des dernières années. Et qui relève, oui, de quelque chose qui... Je vais oser le mot, je tourne autour parce que j'ose pas le dire, mais qui relève de l'innocence, voilà. Je pense que même chez je vais le dire avec tendresse, chez ce vieux fou de Francis Bacon, chez cet illuminé de la peinture, il y a quelque chose d'indemne, voilà, d'irréductible. Et je crois que chez les très grands artistes,
mais parfois il n'y a pas besoin d'être un artiste de la vie. Enfin, chez les personnes que j'aime, enfin les personnes qui m'émeuvent dans la vie, c'est parce qu'il y a quelque chose en elles, en eux, qui ne se laissera jamais prendre. Voilà, quelque chose d'irréductible, d'indemne. L'indemne, comme vous le savez, étymologiquement, c'est ce qui est non damné, ce qui échappe à la damnation, c'est ce qui n'a pas été pourri par l'enfer. Voilà. Mais tout à l'heure, Yannick Hanel, vous parliez de la violence qu'on attribue à Bacon, etc. Donc je voudrais lire ce que vous disiez là-dessus, ce que vous dites dans le livre, dans Bleu Bacon. Soyons clairs, Francis Bacon n'est pas le peintre de la violence et de la cruauté, c'est la société qui est sadique et qui a intérêt à nous faire croire que les artistes sont des détraqués. Un grand peintre comme le Caravage ou Bacon n'est ni du côté du mal, ni contre le mal. C'est quelqu'un qui s'empare de la violence dont les humains sont l'objet pour lui donner une forme qui la dénude. Le monde est abject, sauvage, criminel. Un peintre en restitue l'énigme nerveuse. Mais oui, je crois que c'est cette dénudation qui est le fond même de cette grande affaire qu'on appelle l'art, ou peut-être même le fait de vivre. Effectivement, j'ai jamais ressenti que ce que la fiche Wikipédia de Francis Bacon essaye de nous faire croire, à savoir que Bacon, je les cite, serait le peintre de la cruauté et du sadisme. C'est l'évidence qu'il cherche à se sortir du sadisme organisé qu'est la société et à nous sortir, c'est-à-dire à nous apprendre à voir. Je crois que la peinture ne cesse, parce que la peinture c'est pas une image, enfin, c'est une parole silencieuse, mais c'est une parole. D'où le fait que chercher à trouver des mots, chercher à mobiliser en soi du langage pendant toute une nuit, parce que j'ai noté 40 pages durant cette nuit-là, de manière fiévreuse comme je pouvais, avec les impacts, enfin, la migraine qui est arrivée sur moi de manière ironique, comme si Bacon me disait tu crois me voir, mais il va falloir me mériter, enfin, durant cette nuit. Et j'avais une migraine ophtalmique, je ne pouvais plus voir. En fait. J'ai dû traverser en fait, cette cécité ironique. Et oui, il me semble que la peinture persiste. La peinture s'obstine à nous faire signe depuis son énigme pour nous ouvrir les yeux. Enfin, je pense que la manière dont aujourd'hui ne cesse de s'afficher continuellement des messages, des images qui font écran, c'est le cas de le dire, demande à un exercice de plus en plus spirituel. Enfin, s'isoler de cette emprise-là, se soustraire à cette détermination, ça peut se faire en regardant de la peinture, en lisant, en écrivant, en aimant. Voilà. Pour moi, ces 4 gestes-là sont une unique et même chose. Voilà. Mais vous vous êtes fait donc enfermer en 2019 Ouais. Au Centre Pompidou pendant l'exposition Bacon. Et le livre est sorti il y a quelques mois, donc vous avez mis du temps à écrire ce livre. Le temps pour comprendre, comme dit Freud. Oui. Alors, j'ai pas fait que ça, parce que vous vous souvenez, en 2020, avec le confinement, comme on dit, j'avais été, missionné par Riss, le directeur de Charlie Hebdo, pour lequel j'écris depuis les attentats de 2015. Oui. Ça va faire 9 ans maintenant. Ouais. J'écris chaque semaine une petite chronique, enfin, culturelle en général, mais où je raconte tout ce que je veux, enfin, librement. Et Riss m'avait demandé en 2020 de suivre intégralement le premier procès historique des attentats de janvier 2015 contre l'hypercachère Charlie Hebdo et Clarissa Jean-Philippe, la policière, qui a été tuée à Montrouge. Et j'ai accepté imprudemment parce que je trouvais ça fou. Enfin, il m'avait demandé d'écrire chaque jour une chronique, chaque jour. Et je n'avais jamais mis les pieds dans un tribunal. Parce et tout le monde vous a lu. Tout le monde vous a lu. Et il y a eu aussi un livre après. Il y a eu un livre après et ça a duré. Bon, ce procès a été remis. Enfin, il devait avoir lieu en mars 2020, mais plus rien n'a eu lieu en mars 2020. Puis ça a été à l'automne. Il y a eu 3 attentats pendant le procès, de sorte que ce procès est devenu... d'une part, il avait lieu à huis clos, mais tout était encore plus tragique que je ne le pensais. Et chaque nuit, je me relevais à 4 heures du matin pour écrire ce texte, à 7 heures, pour le remettre, puis sous protection policière, parce que j'étais sur une liste, comme mes camarades de Charlie, de mise à mort. On allait au tribunal, 10 heures à entendre les détails des scènes de crime. Ça a été pour moi, pendant 4 mois,
espèce à la fois de cauchemar et d'expérience folle de l'humanité et de la déshumanité. Et je n'ai plus arrêté d'écrire la nuit. Et j'ai mis 1 an à m'en remettre. Voilà. Mais d'abord, un tel procès est forcément une expérience éprouvante, et c'est une drôle d'expérience pour un écrivain de devenir chroniqueur judiciaire, en quelque sorte. Ah, ça m'a plu follement. Ouais. C'est-à-dire que ça me flanquait la frousse au C'est début. que Colette a fait ça aussi. Hein. Absolument, c'est juste, oui. Autrefois. C'est vrai, oui. Oui. Donc c'est pas rare que des écrivains aient envie de ça. Moi, j'ai été chroniqueuse judiciaire au tout début de ma carrière de journaliste, et j'ai trouvé ça extrêmement fascinant aussi, d'être la justice. Ouais. Oh, ben là, les assises. Je dois dire que les assises, enfin, ça, comment dire, de faire l'épreuve minutieuse de cette passion collective pour s'acheminer vers la vérité, qui n'est pas seulement judiciaire, qui est une vérité de l'être. Je vais le dire bêtement, mais je crois que ça m'a réconcilié avec la politique. Enfin, je me suis dit, la politique, c'est ça. Ça doit être ça, sans doute. Ça doit être... ça a à voir avec la justice, avec cette enquête sur ce qu'il en est de comprendre, voilà, ce qu'on fiche sur Terre. Et ça m'a relancé aussi dans la foi, voilà, dans l'écriture. Parfois, comme ça, je sais pas, je me dis à quoi bon un roman de plus. Enfin, là, quelque chose m'a... Ça, il faut jamais se dire ça. Ouais, si, je pense que c'est pas mal de mettre en doute ce qu'on aime le plus pour pouvoir le... Et donc Bacon a ressurgi après ça. Bacon a reçu. Il y a eu Le Trésorier payeur. Oui. Enfin, il y a eu le roman. Voilà, j'ai eu besoin de fiction. J'ai fini ce roman, Le Trésorier payeur. Et Bacon ce livre était sans cesse repoussé. Et un jour, ça m'est revenu complètement. Toute cette nuit-là m'est retombée dessus minutieusement. Enfin, et j'ai vu ce que je n'avais pas compris cette nuit-là. J'ai vu à quel point je l'avais vécu comme un récit initiatique, en fait. Il m'était arrivé toutes sortes de choses, enfin, liées à la temporalité. On monte et on descend, enfin, on se fatigue et on est euphorique, enfin, durant une nuit, face à des œuvres qui nous métamorphosent. Mais j'avais pas trouvé le fil, et ça s'est écrit comme ça en quelques mois. Très vite, alors, après. Très vite, très vite. Alors, je suis allé à Beaubourg à nouveau, sans trop m'en rendre compte, mais à la bibliothèque, cette fameuse bibliothèque où j'avais lu tel quel autrefois, quand j'avais 20 ans, voilà, il y a pas mal d'années. Et j'ai écrit toute la journée, enfin à partir de 11h du matin, parce que là-bas, il y a tous les livres rédigés en français sur Francis Bacon. Il y a un rayonnage entier. Donc j'avais tout à disposition. J'avais à peu près tout lu durant toutes ces années, mais j'avais pris des notes. Mais là, je pouvais étaler comme ça les offres complètes, si je puis dire, de Bacon et écrire. J'ai vraiment écrit comme j'ai vécu cette nuit-là. J'ai écrit 4 ans plus tard, à tombeau ouvert, en fait, de la première à la dernière phrase. Je fais rarement ça. Il n'y a pas de montage. Enfin, je l'ai écrit comme ça. Donc c'est un très beau livre, Le Bleu Bacon. Et justement, je reviens sur le bleu. Avec cette fenêtre bleue qui échappe à l'assèchement du monde, Bacon affirme à sa manière éruptive un tel miracle, celui de la peinture qui ne cesse de se dresser contre la menace d'un engloutissement du visible. Si le monde n'est pas peint, on n'y verra bientôt plus rien. Et peut-être même n'y aura-t-il plus de monde. Oui, je pourrais dire ça de l'écriture aussi. Si le monde n'est pas écrit, plus rien ne parlera. Ça parlera en nous, mais ce sera cette horrible cacophonie sociétale, sociologico-sociétale. Ce sera le bavardage de la société sur elle-même. Je pense qu'il s'agit à chaque instant d'interrompre ce flot infernal, enfin, de non-accès à la poésie, comme disait Philippe Solers. Interrompre, c'est un geste qui a l'air facile, mais comment est-ce qu'on désactive quelque chose dont on est l'objet? Enfin, on est sans cesse aliéné par ça. Et les grands écrivains, ceux que j'aime, enfin, de Proust à Solers, en passant par Bataille, Marguerite Duras, Flannery O'Connor, je sais pas, ils ont tous, elles ont toutes et ils ont tous une manière d'affirmer très tranquillement,
Jean Genet aussi, d'affirmer que peut-être la société n'existe pas. C'est un mauvais rêve, un mauvais rêve gnostique, que seul existe quelque chose qui serait, qui brillerait dans les ténèbres, enfin, qui serait cette unique lumière qui nous fait venir à travers une voix, enfin, qui nous fait venir ce langage grâce auquel on ne cesse de renaître à chaque instant. Voilà. Il y a quelque chose de secrètement et de très tranquillement mystique, je trouve, dans le langage. Il n'y a même pas besoin de penser à un quelconque dieu ou à une quelconque déesse. Ça va tout seul, en fait. C'est gratuit. Et Yannick Hanel, vous pensez qu'il y aura des peintres dans Aventure, la revue ? Alors, j'aurais bien aimé qu'il y ait effectivement non seulement des images, des reproductions, mais que ce soit peint, oui. Et j'en ai parlé à Miguel Barceló, qui serait d'accord, mais je sais que tout ça complique les fabrication. choses. Ouais, ça coûte cher, enfin bon, je vous passe les détails, et finalement, je trouve qu'un objet très simple, qu'on peut réimprimer quand on veut, très rapidement, qui coûte pas cher, qu'on met dans la poche. Moi, j'ai toujours eu cette conception-là de la littérature. Je sais pas, j'ai longtemps été fauché, et j'ai longtemps été étudiant aussi, et j'aime l'idée de savoir qu'on peut acheter un livre pour pas très cher, qu'on le met dans la poche, qu'on le donne. Moi, il m'arrive tout le temps, quand je croise des amis, si je leur dis, mais est-ce que tu as lu ça ? Tiens, je te le donne. Et c'est cette passation-là, ce geste de donner un livre à quelqu'un, de le passer, de le prêter, faire ce qu'on... C'est ça la grande chose. C'est comme c'est mieux que de se serrer la main ou de faire un hug. C'est un baiser, voilà, je sais pas. Et donc, oui, quand c'est trop beau, quand c'est un objet d'art, vous voyez, ça devient un peu, ça devient trop compliqué. Enfin, Et le numéro 2 de Aventure, c'est pour quand ? ce sera pour octobre-novembre. Et il prend forme un peu ? Ouais, j'ai envoyé des invitations. J'ai une idée, mais je vais garder ça encore quand même, un secret, évidemment. Mais il y aura plein de... Moi, j'aime les textes courts. Et je trouve que faut prendre de vitesse la pesanteur. Et il y aura plus de philosophie, plus d'essais. Vous voyez, je veux que ce soit ouvert complètement. Oui, là c'était très du côté littérature romanesque. Et, Exactement. Il y avait tous ces écrivains, tous ces romanciers qui parlaient des scènes de sexe. Ouais. Mais j'aime, comme vous le savez, j'aime les essais, j'aime le commentaire, j'aime la philosophie, j'aime l'histoire des religions. Et il y aura pas mal de... Vous allez voir, ça va être un merveilleux mélange. Et les premiers livres de la collection ? Alors là, c'est pareil, mais alors là, c'était encore un plus grand secret. Je vais publier quelqu'un qui, je crois, je peux dire ça, n'a jamais publié. Donc ça va être... non, ça on va pas le dire, mais c'est quand ? Ça va être une naissance. C'est quand les premiers livres ? Je sais pas, début 2025. Début 2025 ? Oui. Bon, on reviendra pour en parler. Mais avec joie. Et alors donc, ce petit texte, La deuxième vie, que je n'ai pas vraiment lu avec attention, je dois avouer encore, pour des raisons particulière. Je voudrais lire votre 4e de couverture parce qu'elle est très belle. Voici le dernier livre de Philippe Solers, écrit jusqu'au bout d'une main claire. Chaque phrase brûle. Il médite sur sa mort, mais son cœur s'élance avec une ivresse calme, avec drôlerie aussi, vers ce qu'il appelle la deuxième vie. Je n'ai pas été un bon saint lors de ma première vie, mais j'en suis un très convenable dans ma deuxième. Tout Solers est ici concentré dans la lumière dépouillée de 3 heures du matin. Il parle de la médecine, de Dieu, de Venise, de ses passions fixes et même de Welbeck. Il note inlassablement ses pensées et voici qu'elles glissent apaisées vers une dernière lueur qui brille dans la nuit. Si le néant est là, il est là, en train de voir le monde éclairé par un soleil noir. Donc ce texte, Solers l'avait commencé, il devait être très différent, il l'avait commencé avant de tomber officiellement malade. Il m'avait dit qu'il serait beaucoup question des corps glorieux et il s'amusait à m'interroger tous les soirs sur quelles étaient les qualités des corps glorieux. Évidemment, à chaque fois, j'en oubliais une. Et finalement, avec la maladie, il a pris un autre tour et puis il a été interrompu. Il y a une partie qui n'a pas été vraiment relue et corrigée par lui, si j'ai bien compris. Enfin, le début, c'est qu'il a vraiment contrôlé, mais après, moins. Je ne sais pas tout, en fait, sur la genèse de ce livre. J'ai eu la chance de voir le manuscrit. C'est Victor Depardieu, chez Gallimard, qui s'est chargé, d'établir le texte. Et en tous les cas, ce qu'on voit, c'est à quel point l'approche de la dernière page,
de la dernière phrase que vous avez lue. Enfin, cette dernière phrase est stupéfiante. Enfin, elle me fait penser à l'un de ces derniers autoportraits de Picasso, les yeux grands ouverts face à la mort. Enfin, que paraît-il, on ne peut pas regarder en face, la preuve que si. Enfin, je crois que là, ce soleil noir, ce monde éclairé par un soleil noir, c'est de ça dont il s'agit, enfin, qui donne des yeux à celui qui ose le regarder en face, c'est-à-dire qui donne des yeux à Philippe Solers à la fin de ce livre. C'est pour ça qu'il est inachevé, mais il est quand même achevé. Il y a Philippe Solers qui nous regarde à travers ce néant qui possède une présence. Voilà, il y a, je l'ai encore relu hier soir, sachant que nous allions en parler, vous et moi, et je trouve qu'il y a dans ce livre quelque chose d'une ontologie qui, dans sa simplicité, relève de ce travail que Heidegger n'a cessé inlassablement d'ouvrir, de construire, de déconstruire sur l'être là, voilà, sur le Dasein. Le Dasein a ses aventures, disait Heidegger, et c'est Solers qui cite ça dans Graal, je crois, ou dans un livre précédent, dans ces petits traités de plus en plus mystiques, mais d'une mystique du néant. Un néant traversé par lui-même. Je pense que dans cette ontologie-là, où un être est face à sa mort, pas la mort, le dit-il, quelque chose se joue d'inouï, enfin, j'ai jamais lu ça ailleurs, et qui relève qui ne va pas sans espérance, mais pas l'espérance d'une autre vie, la lueur, la dernière lueur qui brille dans la nuit dont je parle dans cette 4e de couverture, c'est pas cette chose comme ça vague qui viendrait après. Il n'y a pas d'après. C'est le néant qui nous regarde. Mais il n'empêche que ce néant est une lumière. Le Dasein est lumineux. Voilà quelque chose que Solers nous dit avec un sourire que je vois, enfin, en le lisant, que j'entends. C'est un sourire que j'entends, voilà. Et ce qu'il y a de très fou dans ce livre, tendu par ce sourire-là, enfin, c'est qu'il n'arrête jamais, en fait. Jusqu'au bout, il revient sur tout ce qu'est sa vie, c'est la première et la deuxième, et toutes les vies qu'il a eues, c'est-à-dire Venise, c'est-à-dire la contre-réforme, c'est-à-dire ce qu'il appelait ses passions fixes, enfin, la société, les femmes aimées, les femmes pas aimées. Même Houellebecq, enfin, on se dit, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? C'est sa manière à Philippe Solers, et ça me fait rire, j'en ris avec amour là aussi, de batailler jusqu'au bout. Enfin. Et alors la dernière chose que je voulais dire, parce que c'est pas dit explicitement, c'est qu'à la toute dernière page, Philippe Solers cite un livre, sans dire de qui il s'agit, on devine que c'est Heidegger, et donc c'est une citation très, très précise, métaphysique, sur l'affrontement entre ce qu'il appelle la puissance et le néant. Et je suis allé chercher, moi, dans ma bibliothèque, je me suis dit, bon sang, mais c'est incroyable, Philippe Solers est en train de se détacher de lui-même progressivement, ce soleil noir est en train de prendre sa place, et voilà qu'il lit Heidegger, dont le livre devait être, je ne sais pas, à côté de son lit, qu'il travaille, quoi. Les horribles travailleurs, comme disait Rimbaud. Et je suis allé voir, c'est dans l'histoire de l'être. Oui, parce qu'entre janvier 2023 et mars, quand il a vraiment cru qu'il allait s'en tirer, il était revenu chez lui et il s'était remis au travail très sérieusement. Parce qu'en fait, j'ai entendu des chroniqueurs dire qu'il avait dicté ce livre, ce qui n'est pas vrai. Et il n'avait pas la force de le taper à la machine après. Donc, il a écrit, ensuite il a dicté à quelqu'un qui prenait sous sa dictée. Mais ça ne s'appelle pas dicter un livre pour moi. Oui. Il y a, d'après ce que j'ai compris, il y a plusieurs strates, effectivement, mais il y a un manuscrit, on voit très bien. Enfin, cette dernière phrase là qu'on a citée, vous et moi, sur le néant, elle dévale la page. Elle arrive tout en bas de la page comme une très belle falaise, en fait, c'est pas qu'elle s'écroule, c'est qu'elle prend une allure descendante, comme une respiration,
Et bon, il n'y a rien qui me touche plus que de penser à cet homme que j'ai admiré, que j'admire toujours, se fatigant, si je puis dire, à lire Histoire de l'Estre avec un S, de Heidegger, qui est un livre que, je peux le dire comme ça, que personne n'a lu. Ah non, pas moi, en tout cas, pas moi. Et qui est un livre très difficile, et de penser à Philippe Solers en train d'écrire, de respirer, de déchiffrer minutieusement ce texte de Heidegger, de le déchiffrer pour rien, gratuitement, pour regarder le néant en face. Je me dis, là, il y a quelque chose... je ne sais même pas comment finir cette phrase. Oui, il y a quelque chose... Aucun adjectif me semble. J'allais dire admirable, c'est presque bête de dire ça. J'adore penser à Philippe Solers lisant Histoire de l'Estre, vous voyez, les dernières semaines de sa vie. Je crois que tout est là, en fait. Et alors, dans les dernières années de sa vie, il est beaucoup venu à RCJ parce qu'il disait que c'était une radio où il se sentait très libre pour parler. Je crois que vous en êtes la preuve, Yannick Enel. Et dans le numéro de l'Arche qui sort le 1er mai, enfin le 30 avril, vous rendez hommage à Philippe Solers à travers un livre que vous avez beaucoup aimé, qui est Drame. Oui, que j'ai même apporté. Je l'ai souvent sur moi. Voilà un de ces livres que j'achète souvent pour les donner. Quand je croise des amis, j'en dis, mais tu as lu ça? Tiens, je te le donne. Drame, pour moi, c'est le plus beau livre de Philippe Solers. C'est 63, je crois. 66, non? 66, je crois que c'est 66. Mais dans Drame, comme dans Paradis, qui arrive un peu plus tard, il a inventé une forme d'écriture. C'est pas rien, en fait, d'arriver à inventer dans l'histoire de la littérature, non pas un genre, mais une forme d'écriture, une espèce de monologue où les voix de soi-même sont multipliées. On entre dans une forêt comme chez Dante, la forêt de l'être. Voilà, c'est un livre que je ne me lasse pas de lire, qui est presque de la poésie. Personne ne dit que Philippe Solers est aussi un poète. Mais en tout cas, il faut lire. Alors, il y a beaucoup à lire. Il y a beaucoup à lire parce que dans Aventure, il y a beaucoup à lire. Il y a ces 65 réponses qui sont vraiment intéressantes avec des écrivains que vous connaissez certainement, parce qu'il y en a beaucoup qui sont assez connus. J'ai cité tout à l'heure Nathalie Azoulay, mais il y a aussi Jérôme Ferrari. Enfin, on ne peut pas tous les citer parce qu'on n'a plus qu'une minute. Mais donc, la revue est très riche. Il y a un inédit de Pierre Michon, qui est sans doute aussi une réponse à la question « Écrivez-vous des scènes de sexe ?» Et puis, il y a ce Frédéric Berthet dont on a parlé et dont on espère qu'on relira des textes dans Aventure. Je vais essayer. Et dans la collection Manu au musée chez Stock, donc Aventure chez Gallimard, dans la collection Manu au musée chez Stock, Bleu Bacon, très beau texte de Yannick Enel. Très beau texte sur la peinture, sur ce que vous avez dit, l'endroit où on se tient entre peinture et littérature. Et puis, la deuxième vie, dont vous avez si bien parlé. Merci. Merci à vous et au mois prochain avec un autre écrivain de Gallimard, François Sureau.